On a un peu structuré ce programme en 2 jours. De quoi parle-t-on? C'est quoi les enjeux? Des exemples concrets avec des interactions en disant bah ouais, moi je connais une entreprise qui est plutôt là-dessus et quels sont les business models, c'est comprendre ensemble. Et déjà vers la fin, alors après on va dire, deuxième temps dans l'après-midi, qu'est-ce qu'on connaît comme pratique d'accompagnement? On est marqué atelier benchmark aujourd'hui, donc c'est aussi l'occasion d'échanger entre nous, entre des bonnes pratiques que l'on met en œuvre en termes d'accompagnement d'entreprise, création, développement, mais aussi en termes de stimulation d'initiatives sur les territoires. Côté entreprise, mais aussi côté territoire. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de transition énergétique, d'économie circulaire, et dans nos structures, on a souvent des collectivités territoriales qui nous disent « Qu'est-ce que vous faites pour ?» Voilà. Et l'enjeu, c'est de se dire quels sont les programmes que vous avez là-dedans, comment on peut intervenir, qu'est-ce qu'on fait. Et puis, donc là, on éclaircit, on pose des problématiques, quelles solutions? Alors les solutions, on va commencer, merci au KIC, c'est-à-dire qu'ils vont à la fois être nos experts, mais qui sont des bons outils de soutien pour l'entreprise qu'on accompagne. Donc ça va être, comme Laurent est là aujourd'hui, mais il n'est pas là demain, priorité à lui, il va parler un petit peu du KIC InnoEnergy, et puis demain on va enchaîner sur, demain matin ça sera KIC Climate, et puis avec Radical, nos deux amis vont nous faire un petit numéro de bêtiste. On va passer par Cleantech Open France, qui est une initiative nationale qui permet de valoriser des startups. Et puis on va continuer sur l'ADEME, qui est un petit peu partenaire. Et donc si toi tu as une plateforme de financement, c'est aussi l'occasion de regarder un petit peu ce genre de choses. Et puis après, il faudrait que demain, dans l'après-midi, on se dise qu'est-ce qu'on décide de faire ensemble. Alors on vous propose déjà une suite, on appelle des masterclass, des séminaires territoriaux. Mais une question qui est un peu plus loin, c'est de se dire, on a un réseau, comment on fait derrière des compétences, blablabla. C'est clair? Okay. Bon, alors, avant de commencer, 7 questions. J'ai besoin de 7 questions. Des trucs du genre, moi, si je viens ici, c'est parce que j'aimerais comprendre ça. Qui commence? Yes. Je vais savoir qu'est-ce qu'on met derrière le terme éco-innovation, éco-innovation notamment. Et je veux savoir si le secteur agricole fait partie, le secteur agricole, la production de végétaux, peut faire partie. Est-ce qu'il y a de la place pour la biodiversité? Nos amis du climat, la méthanogénèse de nos amis les vaches, c'est combien de pourcentage des émissions de gaz à effet de serre? 13%. 13%? Voilà. Donc si on ne joue pas là-dessus, on ne traite pas 13% des problèmes. Voilà. Et donc nous avons on a une entreprise en Bretagne qui s'appelle Valorex, qui avec de la graine de lin. Ils font de l'extrusion de graines de lin crues pour détruire la toxine qui est dedans. Et si on en met 15%, je dirais, dans la ration d'une vache, on baisse de 30% la méthanogénèse, je dirais, dans la filière bovin. Donc aujourd'hui, si on veut baisser les émissions de gaz à effet de serre sur une brique de lait, il ne faut pas s'occuper du transport, de l'emballage, du machin, il faut donner 15% de lin aux vaches. Voilà. Donc on fait 15% de 13%, ça fait crac, 2%. Bon, d'autres questions? Et on va voir un petit peu tous ces liens-là, il faut se poser ces questions-là. Moi, ma question, ce serait comment faire émerger le besoin en termes d'éco-innovation chez les entreprises de la filière numérique et logicielle. Un de serveurs, c'est pratique, ça consomme de l'énergie. Qui y pense? Oui, du marché du carbone, est-ce qu'on peut s'appuyer dessus au niveau modèle économique, quel est le réel devenir et levier de croissance pour un certain nombre de startups? Ok, alors là je suis très content d'avoir mes amis d'équipe, peut-être de l'ADEME, pour répondre sur le sujet. Voilà, Je suis désolée, c'est pas pour toi. C'est mondial. Voilà. Ah mais la question que tu poses, elle est fondamentale. Est-ce qu'il y a un modèle économique Oui, lié et au quand? développement Enfin, vraiment, c'est quand? d'entreprises éco-actives, Quels sont les éléments sur lesquels on peut s'appuyer? À quel prix va faire? Voilà. On va parler du business model. Voilà. Le lien entre éco-conception et éco-innovation, parce que c'est un passage obligé, est-ce que ça en fait partie, au niveau de la définition? Comment répondre efficacement à la demande
des collectivités en termes de développement durable. Qu'est-ce qu'on définit par éco-entreprise en fait? Qu'est-ce qu'on peut inclure? Start-up et open innovation dans les grands. C'est une question? Comment on fait? Ouais. On va se mettre en petit sous-groupe, je vais vous faire jouer avec des petites cartes, faire une proposition et après on va essayer un petit peu de focuser là-dessus. Après on a des questions qui sont un petit peu techniques, qui sont liées à des entreprises, en disant est-ce qu'elles sont dans le spectre ou pas, dans le scope ou pas, et est-ce que j'ai des modèles économiques, de quelle nature ils sont. On va essayer de visiter un certain nombre de modèles économiques pour avoir les points de repère. Vous n'allez pas sortir tout expert de tous les business models du 25. Et puis, on a, je dirais, des besoins qui sont un petit peu dans le cœur de métier, en tant que, à la fois, accompagnement de réseaux d'entreprises et avec des collectivités territoriales, comment s'organise-t-on pour? C'est à peu près les trois grands scopes. Alors, la première chose que je vais vous demander, vous allez vous mettre un petit peu en sous-groupe. Est-ce que chaque groupe est capable de me dire, à 200%, voilà notre définition et voilà l'organisation claire et précise de ces différents items? Sans problème, 200 non, mais Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir une définition claire et précise et une organisation simple, acceptable par tout le monde de ces items? Si on a des définitions précises, oui. Ça dépend à qui on s'adresse. Si on s'adresse à quelqu'un qui a du bon sens, oui, mais sinon. Non, si on pourrait éventuellement en fait, faire une définition globale, en général. Ouais. Il y a toujours des bords de ligne, on aura toujours des doutes sur ce qui rentre ou pas dans la définition, c'est peut-être tant mieux. Dans des concepts vachement hauts, du genre, vous travaillez sur l'autocontrôle, mais sur la qualité, vous posez la question à un japonais, peut-on être juge et partie à la fois? Alors là, vous êtes parti pour au moins une demi-heure de traduction. Et il est clair qu'ils ne vont pas comprendre. Tant qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, ils ne vont répondre pas. Les Japonais, ils travaillent, je dirais, par des touches très concrètes. Il y a ça et ça, ils font un rapprochement, il y a ça et ça. Et progressivement, il focus. Ils ne rentrent pas dans l'essayer de trouver une grande définition générale qu'après on va décliner, il fonctionne en sens inverse. On peut imaginer que, par rapport, on a entendu des définitions larges, évoluées, parfois galvaudées, etc., si on essaye de faire la métasynthèse conceptuelle, ça risque de passer beaucoup de temps, et ça aide pas forcément. Alors, s'il y avait des groupes, enfin s'il y avait, là, dans ce groupe-là, là, on voit 3 paquets de loin. Il y a un côté réglementation et ce qui a trait plutôt à des décisions qui échappent aux entreprises, plutôt suivies. Enfin, étatique ou autre, ou européenne, politique. Il y a un paquet qui a trait aux entreprises, donc c'est des entreprises qui peuvent être dans les clean tech, dans l'éco-innovation, qui mettent en place des politiques RSE. On avait 2 cartons développement durable, donc on s'est dit finalement, comme c'est tellement galvaudé comme terme, le développement durable, c'est au centre de tout ça. Et enfin, là, on est plutôt sur des types de business models, on peut être, ou des types d'appliquer ça via les entreprises, en passant par, en mettant en relation en économie circulaire, économie verte, etc. Des modalités. Une logique, c'est on a des enjeux dans une logique de réchauffement de la planète, avec tous les impacts que Kyoto, quand même, ça existe, c'est normal que quand même les politiques se soient emparées du sujet et on définit un cadre avec des modalités d'action réglementaires ou fiscales pour commencer à faire bouger les choses. Par rapport à ça, il y a des entreprises qui font des choix stratégiques en disant je vais jouer la technologie pour avoir les facteurs de compétitivité, je vais jouer les clean tech, je ne sais pas quoi, je vais jouer la RSE, voilà, et l'économie circulaire, voilà, etc. C'est une façon d'organiser. Ici, on a un volet plutôt généraliste, avec des termes qui nous semblaient englober beaucoup de choses. Donc développement durable, économie circulaire, économie verte, RSE. Ok. Et ensuite, on a des termes qui en découlent en fait. C'est comme ça qu'on a vu les choses. D'accord. On a essayé d'organiser entre ce qui était l'aspect réglementaire ou l'aspect outil, par exemple, réglementation environnementale, RSE, éco-conception, plus des finalités comme la lutte contre les gaz à effet de serre,
l'économie circulaire. Et après, il y a 2-3 étiquettes qu'on a eu du mal à placer. En développement durable, on l'a mis en tête parce que ça englobe un peu tout. Économie verte, on a trouvé que c'était tellement flou qu'on avait du mal à le mettre nulle part. Donc on l'a mis là, en fait, et voilà. On reviendra dessus plus tard dans la journée. Voilà. Ok. Bon. Normal, bon, il y a des enjeux, des positionnements, on a des grilles de lecture à s'inventer. Je pense qu'en fonction de la position de chacun, on va être plutôt dans quels sont les outils qu'il faut mobiliser pour atteindre l'objectif, c'est l'éco-conception, c'est cela. Enfin, il peut y avoir plein de registres différents, il n'y a pas de solution absolue. Alors, là vous avez une proposition, je dirais, où on a essayé de faire un petit peu des paquets, et puis pour faire un peu notre journée. Historiquement, quand on a parlé d'éco-enjeux, on a une approche qui était plutôt réglementaire. Pendant longtemps, c'était l'eau, l'air, les déchets. Comment on va éviter que le développement des activités économiques et humaines ait trop d'impact, je dirais, sur la santé, sur la pollution, etc. Donc ça a été tout ce qui a été gestion des déchets, des impacts sur l'environnement, des réglementations et des modalités de certification. Ce qui reste, c'est le canal historique. Voilà. Ça fait des années que ça dure. C'est dans cette logique-là que sont apparus, je dirais, les grands champions internationaux, type Veolia. Donc, et là, c'est là qu'on va pouvoir dire, c'est là qu'on a vu apparaître, je dirais, les premiers éco-entreprises qui ont fait un business, je dirais, de proposer des solutions à d'autres entreprises ou à des collectivités pour résoudre des problèmes. Leur stratégie, c'est ça. Après, on a un deuxième, c'est ce que j'appellerais un petit peu l'approche managériale. C'est à travers les 3 piliers du développement durable, voire la RSE. C'est-à-dire, je vais bâtir un projet d'entreprise qui va être où il va y avoir une dimension économique, citoyenne et un petit peu écologique. Et c'est un projet aussi de management. On voit de plus en plus d'entreprises, notamment de grandes entreprises, qui sont quand même en train de faire entrer ça au cœur de leur stratégie. Pourquoi? Parce que, d'abord, pour les plus grosses, elles sont obligées aujourd'hui d'avoir un rapport, quand elles sont cotées en bourse, elles sont obligées d'avoir un rapport sur le sujet pour dire qu'est-ce qu'elles font dans le domaine. Ce n'est pas une obligation, mais elles sont quand même obligées d'en parler. Et puis c'est en train de descendre, je ne sais pas à quel stade on en est aujourd'hui, et je ne sais pas s'il y a plus de 1000 ou un truc comme ça. Enfin, les restes, ils sont obligés un petit peu de publier, je me rappelle pas un petit peu du chiffre. Ouais. Et puis bon, c'est aussi une façon, là par exemple, moi je travaille avec le CNV en Bretagne. Le CNV, je dirais, va mettre au cœur de sa stratégie, je dirais, de financement d'entreprises éco-innovantes, pour pouvoir lever de l'épargne territoriale que de faire de la collecte, je dirais, parce que je dirais, c'est un peu le côté citoyen, banque régionale, etc. C'est quelque chose qui est important pour eux. Dans la petite PME du coin, la dimension sociale, est-ce que j'ai que ça à faire? Bon. Et puis après, vous avez 2 autres façons. Vous avez l'approche business, c'est de se dire, on considère, je dirais, que ce ne sont pas des contraintes, mais ce sont des opportunités de faire du business. Prendre un exemple, le prix du carburant augmente, je m'appelle Blablacar, je me dis, là j'ai un coup à jouer. C'est-à-dire, ça coûte cher, je dirais, aux consommateurs, à l'usager de mettre du carburant. Est-ce que j'ai pas une solution de revoir la mobilité, je dirais, sur un nouveau business model, Blablacar. Et donc, là, on va avoir un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui va arriver? C'est le coût d'énergie et des matières premières. Même si on a un petit soubresaut à la baisse du coût du pétrole, on est sur des tendances structurellement haussières. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai l'attitude de l'autruche, hop, refuse de regarder, ou j'ai l'attitude du guépard, je dis j'intègre ça dans mon business pour être plus compétitif que mon voisin. Après, vous avez des politiques vertes, notamment celles qui sont liées aux luttes contre les gaz à effet de serre, qui sont extrêmement puissantes. On va en visiter quelques-unes, je dirais, qui sont des enjeux. Je suis dans le bâtiment. Aujourd'hui, j'ai un machin, ça s'appelle la réglementation thermique 2012. Même si je m'appelle Atlantique, je suis le roi, je dirais, du chauffe-eau électrique, le Cumulus, ben, ça passe pas à la RT 2012. Hein. Ça veut dire, si je fais rien,
eh ben, je suis sorti du marché. Je suis obligé de faire des chauffe-eau thermodynamiques. Pas compliqué. Et puis il y a des enjeux de consommateurs, il y a des réglementations, enfin il y a un certain point, je peux avoir un angle d'attaque qui est purement business. Et là je ne suis pas forcément un spécialiste d'éco-innovation, mais je peux intégrer dans ma stratégie en tant qu'entreprise la prise en compte de ces enjeux, hein, et les transformer des contraintes. Ce n'est pas une approche réglementaire, c'est une opportunité de développement. Il y a une autre façon, c'est de se dire, même si je ne suis pas un spécialiste, le coût d'énergie va augmenter, le coût des... comment je peux optimiser mes modes de fonctionnement, je dirais, pour améliorer ma rentabilité. Quelque part, quand je suis dans le business développement, je travaille dans mon compte d'exploitation, je travaille sur mes produits. Et ben, dans mon compte d'exploitation, je peux travailler sur mes charges aussi. Qu'est-ce que je fais pour réduire ma consommation énergétique? Qu'est-ce que je fais pour réduire le coût de mes déchets? Qu'est-ce que je fais, je dirais, pour transformer un déchet ou récupérer le déchet d'un copain en une matière première, etc. etc. Donc vous avez différentes approches. Aujourd'hui, on voit dans un certain nombre d'entreprises où les comptes d'exploitation sont extrêmement tendus. C'est que si je ne travaille pas sur la matière première, je dirais, eh ben, je peux presque passer dans le rose. Alors que si je passe, je dirais, si j'intègre cette logique d'économie circulaire, je dirais, je vais transformer une charge de coût de traitement des déchets, je dirais, en un produit où je vais vendre quelque chose. On a un exemple, j'accompagne une entreprise depuis des années, c'est des spécialistes qui font de la collecte de ce qu'on appelle les dasseries. Les dasseries, c'est les déchets d'activité de soins à risque infectieux. C'est toutes les seringues, les compresses, les machins, etc. qui sont l'hôpital. Vous comprenez que ça doit être collecté et jusqu'à présent c'était incinéré. Avec eux, on a fait une usine, ce qu'on appelle de la banalisation. En gros, un coup de micro-ondes, une trémie pendant 1 heure, vous éliminez toutes les charges pathogènes. C'est-à-dire sida, Creutzfeldt-Jakob, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Bon, et ça après, jusqu'à présent, on les mettait dans un incinérateur d'ordures ménagères. Et ça coûte encore un peu. Et c'est pas terrible en compte d'exploitation. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est on met du tri, on sépare les matières plastiques dedans qu'on revend, on achète de la sueur et on fait du combustible solide de récupération. Je dirais pour les maraîchers du coin. Et à ce moment-là, on passe très concrètement d'un coût de 140 € la tonne, c'est-à-dire en coût d'élimination aujourd'hui, à une valo à 200 à 300 € la tonne, je dirais, pour le CSR. Donc ça fait plus 450 € la tonne. Fois 3000 tonnes connectées, je dirais, vis-à-vis des financiers, des banquiers, etc. Ça fait quand même une très grosse différence. Mais je suis bien dans la logique d'économie circulaire, c'est que je ne fais pas que pour moi, je vais combiner, je vais aller chercher d'autres ressources, d'autres clients, dans une logique de proximité, parce qu'en plus, c'est circulaire, c'est en proximité, sinon dans ce cas-là, je me fais plomber sur l'écologistique. Clair? Mais l'économie circulaire, ça peut être un spectre qui est beaucoup plus large que ça. Et on va commencer à visiter 4 ou 5 figures qui sont plutôt liées à des business models. Et à chaque fois, je vais vous montrer 2 ou 3 slides pour dire voilà des faits. Et sur cette base-là, on va se dire, la question c'est est-ce que vous connaissez les entreprises que vous accompagnez qui peuvent s'inscrire dans ce business model ou pas? C'est vos exemples à vous si vous en avez. Et derrière, je dirais, aussi bien l'équipe, moi j'en ai apporté quelques-uns, on va avoir des exemples concrets. On va dire en quoi cette entreprise ou comment elle s'inscrit dans. Clair?